Whisper. Whisper. Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. On dit que c'est la 4e révolution industrielle, après la mécanisation, l'industrialisation et l'automatisation. On l'appelle Smart Factory, usine du futur ou usine 4.0. Une nouvelle organisation des moyens de production qui s'appuie en grande partie sur le numérique. Je crois que je saisis le concept. Mais en réalité, elle ressemble à quoi cette nouvelle usine super connectée ? Comment on y travaille au quotidien ? Quelles sont les technologies qui y sont reines ? C'est un monde bien mystérieux qui s'offre à moi. Pour le découvrir, j'ai décidé de m'accompagner des meilleurs spécialistes et je suis allée toquer chez Segula Technologies. Segula, c'est un groupe d'ingénierie mondiale avec plus de 300 clients industriels dans des secteurs comme l'aéronautique ou l'automobile. Ils ont fait de l'usine 4.0 une de leurs expertises clés. Mon enquête commence avec Jérôme. Il est directeur commercial chez Segula après avoir travaillé dans le design automobile et la recherche et développement. Ingénieur de formation, il a aujourd'hui un panel de compétences assez large avec une approche commerciale. Il devrait m'aider à saisir les enjeux de l'industrie 4.0. Bonjour Jérôme. Bonjour Alice. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, ton poste, et puis me dire peut-être quelques mots sur ton parcours ? Alors moi aujourd'hui chez Segula Technologies, je suis directeur commercial sur tout ce qui est transformation digitale pour l'industrie. C'est-à-dire que je suis en charge de développer les activités sur cette thématique-là, qui est une thématique un peu particulière, dans le sens où c'est un sujet qui est assez nouveau finalement, même si on en parle depuis des années, finalement avec une maturité dans l'industrie qui est encore assez faible par rapport à ce qu'on peut imaginer quand on est à l'extérieur. Ce qui fait que c'est un travail qui est à la fois un travail de commercial au sens classique du terme, mais aussi assez technique et un peu marketing finalement. C'est avant d'essayer de vendre quelque chose, il faut que j'arrive à faire comprendre l'intérêt finalement aux clients et également en interne. C'est un travail un peu d'évangélisateur, on va dire, technologique et évidemment commercial également. Alors, usine 4.0, Smart Factory, il y a plusieurs termes, mais comment tu la définirais, toi, l'usine de demain ? Il y a quelques principes de base à avoir en tête. Globalement, on va dire, déjà, on va parler de l'interconnexion entre le monde du physique et le monde du numérique. Ça va être la capacité finalement d'attacher à un ensemble physique de l'information, de la donnée et la traiter dans un environnement numérique. Et globalement, ça va se traduire de disposer de la bonne donnée au bon moment et au bon endroit, quoi. Et cette donnée-là, elle va avoir pour but de réaliser, de piloter, de surveiller ou d'optimiser les activités dans l'usine et de le faire de manière plus efficace, quoi. Donc c'est vraiment l'essence même de l'industrie 4.0, c'est gagner en efficacité finalement sur tous ces domaines-là. Et quels ont été les grands bouleversements ces dernières années qui ont conduit à ce modèle d'industrie efficace et connectée ? Bon, il y a la révolution du numérique déjà, qui est déjà le socle sur quoi tout va s'appuyer derrière. On peut noter aussi, je dirais, la robotique comme une thématique quand même essentielle du changement qui se passe dans l'industrie. Et après, je dirais de manière un peu plus actuelle, voire qui reste encore à développer de manière un peu plus forte, il y a toute la notion de jumeaux numériques qui, en fait, si on doit résumer, permet de traduire une réalité dans une modélisation. Et quels sont les concepts clés aujourd'hui dans l'usine 4.0 en termes plus de philosophie de travail et de collaboration entre les personnes ? Est-ce que les rapports entre les personnes ont changé aussi ? Globalement, ça peut paraître assez évident. Il faut faire preuve de pas mal d'agilité, finalement, parce qu'on est en train de parler de nouveaux concepts techniques. C'est faire ce qu'on faisait avant, mais avec des nouveaux outils et donc une nouvelle manière de faire. Donc ça demande une capacité d'adaptation, donc beaucoup d'agilité. La formation se retrouve aussi un peu au cœur de la stratégie RH, on va dire, des sociétés, parce qu'il faut pouvoir accompagner. Il y a beaucoup de collaboration aussi. Je trouve que c'est quand même des technologies qui, globalement, vont permettre de créer des interactions techniques entre les différents secteurs. Il faut avoir beaucoup de soft skills, on va dire. Sur quelle grande technologie est-ce que vous travaillez aujourd'hui, sachant qu'après je vais rencontrer Corentin qui va me parler de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Est-ce que tu peux me donner d'autres exemples de technologies développées dans l'industrie ? On a parlé de la robotique déjà, sur laquelle Segula travaille. Donc, on ne développe pas de robots. Par contre,
On travaille à leur intégration, à leur programmation, l'optimisation de ces robots-là. Sur les autres grandes thématiques, il y a tout ce qui est data science, dans lequel on va retrouver notamment l'intelligence artificielle. Donc, c'est tout ce qui est analyse de la donnée. Si je résume en une phrase, c'est être capable de faire ressortir de la valeur d'un ensemble de données hétérogènes. On va travailler aussi sur tout ce qui est digitalisation de processus ou d'activités. Là, si je résume aussi, encore une fois, simplement, c'est comment je passe d'un processus géré avec du papier, une checklist par exemple, à un travail géré sous format numérique. Donc souvent, on va parler d'applications mobiles. Donc c'est toute la mise en place de bases de données temps réel qui vont permettre finalement de gagner énormément en efficacité dans le travail et dans la capacité de pilotage d'une activité. Le corollaire à ça aussi, dans lequel on est positionné, ça va être la cybersécurité, dans la mesure où on parle de plus en plus d'échanges de données, de connexion temps réel. La crainte légitime de tout industriel va être de s'assurer de la sécurité finalement de cet échange de données. Et donc la cybersécurité, c'est vraiment un pilier essentiel. Et après, on travaille également alors, sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, je vais laisser Corentin en parler, il en parlera bien mieux que moi. Et après, on travaille aussi donc, sur tout ce qui est fabrication additive, donc le vrai nom, je dirais, de l'impression 3D. On part de rien et petit à petit, on vient de déposer de la matière, alors soit sous forme de fil, soit sous forme de poudre pour acheter. Il y a pas mal de méthodes différentes. Et ça laisse finalement une liberté de forme absolue. Donc ça permet de fabriquer théoriquement n'importe quelle forme. Donc les domaines sur lesquels aujourd'hui c'est très viable, ça va être tout ce qui est pièces à petite série. Donc ça peut être des outillages ou alors des pièces pour fabriquer des trains ou des avions. On ne parle pas forcément de dizaines de milliers d'unités comme c'est le cas dans l'automobile. Puis après, il y a tout ce qui est pièces de rechange également, en imprimant les pièces à la demande, en évitant d'avoir des stocks. Et puis le dernier point, voilà, pour être exhaustif, le scan 3D sur lequel on intervient également. Le scan 3D, bon, c'est facile à comprendre, c'est la capacité de recréer, de numériser la forme d'un objet ou d'un bâtiment complet, hein, pouvoir le retranscrire dans un environnement CAO. Et alors, comment est-ce qu'on accompagne une entreprise qui veut amorcer sa transformation digitale, une entreprise industrielle? Quelles sont les différentes étapes? En combien de temps ça peut être mis en place? En se positionnant sur ce secteur-là, on s'est rendu compte que on faisait pas on proposait pas des services en transformation digitale comme on peut proposer des services en conception mécanique, par exemple. C'est vrai qu'on s'est retrouvé rapidement face à un constat sur le marché que les clients ne maîtrisaient pas suffisamment ce sujet-là pour faire appel à nous de la même manière dont ils vont faire appel sur une thématique qu'ils maîtrisent. Donc nous, on a mis en place une méthode pas à pas où on essaye de commencer simple. C'est la capacité au travers d'un audit ou d'une visite de site ou d'un workshop qui va durer une journée finalement, d'essayer de mettre dans une salle des personnes, ou de visiter un site avec les personnes, mais d'avoir des gens qui vont être représentatifs de l'activité au quotidien de l'entreprise et qu'on puisse identifier les problématiques qu'il peut y avoir à l'instant T et les enjeux que peut avoir une société. Alors par exemple, je sais pas, ça peut être améliorer la qualité sur tel poste de production parce qu'il y a des gros problèmes dans la qualité des productions. Il peut y avoir un problème de compétences et de formation. Et c'est cette journée-là, finalement, qui a pour vocation de permettre de comprendre l'enjeu du client, sa problématique, et aussi de lui présenter quelques grands principes techniques. Par exemple, on cible une journée dédiée à la fabrication additive, par exemple, ou l'impression 3D. Essayer d'expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Quelle est la technologie, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec, de manière à ce que on puisse commencer à tisser un petit lien entre les enjeux du client et l'apport de cette technologie-là. Et cette première étape nous permet d'identifier finalement ce qu'on va appeler soit des proof of concept, on préfère appeler ça des projets pilotes. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est vraiment l'identification de projets pilotes potentiels et le développement de un ou plusieurs projets. Donc là, on est sur une phase qui peut durer quelques semaines à quelques mois, mais bon, ça va rarement dépasser les 3 mois, on va dire. Le but, c'est d'être assez efficace, quoi. On cible une problématique vraiment précise, une réponse technologique précise également. On développe le projet, on l'implémente, on met en test et on mesure le retour. Et cette deuxième étape, elle est fondamentale parce qu'elle permet de mesurer le gain potentiel de l'application et donc de valider ou non un passage à l'échelle, c'est-à-dire vraiment on a implémenté une solution sur un îlot de production de données. Mais si ça marche, on peut imaginer passer et l'installer sur l'ensemble des îlots de production d'une usine. Donc voilà, c'est un petit peu les 3 étapes par lesquelles on passe pour cet accompagnement pas à pas. Et est-ce que parfois vous vous heurtez à des freins du côté des clients?
Parfois peut-être des freins moraux, comme la peur de la robotique. C'est peut-être un cliché, hein, ce que je suis en train de dire, mais est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver? Dans la mesure où les technologies ont quand même pour but d'améliorer le travail au quotidien des personnes, je pense que c'est plus une problématique de démarche que de frein vraiment absolu, parce que finalement, si on met dès le début les personnes, les utilisateurs finaux au cœur de la démarche, bah, le frein moral, par définition, il y est plus, quoi. Par contre, ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est simple à implémenter. Je veux dire, il y a quand même tout un tas de freins qui, eux, sont bien réels. On a malgré tout la fameuse résistance au changement. On a une nouvelle technologie, une absence de compétences, une méconnaissance des sujets. Alors, je pense que le réflexe humain d'à peu près tout le monde, c'est de dire non, 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 ne change rien, moi, ça me va très bien comme ça. Donc, il y a malgré tout cette résistance-là. Et là, c'est vrai que les managers ont quand même un rôle important à jouer pour faire comprendre l'intérêt du changement et donc aider un petit peu à déverrouiller un peu la machine. D'après toi, quels sont les métiers de demain, s'il y en a, ou alors, je ne sais pas, les compétences, de demain et les métiers ou les compétences qui sont amenées plutôt à disparaître, à se transformer? Alors, les métiers d'avenir, bah, je pense que bon, c'est déjà le cas, mais c'est évidemment tout ce qui va être basé autour de la 3D. Et autant que possible, en tout cas pour avoir un maximum de cordes à son arc, être capable, je pense, de suivre l'objet 3D, vraiment du début d'un projet jusqu'à la fin. Après, bah, tout ce qui est orienté data science, je pense que là-dessus, c'est un pilier fort, hein, clairement. Alors là-dessus, il y a plein de métiers différents après, hein. Finalement, toutes les technos dont on a parlé, elles ont chacune leur métier associés et qui sont à coup sûr des métiers d'avenir. Après, sur les métiers qui vont disparaître, je dirais c'est l'automatisation des tâches dans l'industrie va sûrement amener à réduire la voilure sur certains métiers, sur de la validation, du contrôle, de montage, ce genre de choses, mais quasiment tout autant qui vont être créés. Donc voilà, il ne faut pas trop focaliser sur ce qui va disparaître, mais il faut surtout être prêt à saisir les opportunités sur les nouvelles compétences qui sont recherchées. Les technologies de l'usine 4.0 sont multiples, impossible de toutes les maîtriser. Alors si on zoomait sur une d'entre elles, pour mieux comprendre les applications possibles dans l'industrie. Corentin est lead technique XR. XR pour Extended Reality. Ça veut dire qu'il travaille sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Bonjour Corentin. Bonjour Alice. Tu travailles aujourd'hui sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Ces deux technologies qui sont souvent confondues. Alors pour commencer sur de bonnes bases, est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots en quoi chaque technologie consiste? Pour commencer, pour savoir pourquoi on les confond, c'est parce qu'elles sont composées principalement du même contenu. C'est le même type de contenu qui peut être utilisé en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Après, c'est le type de support qui va nous permettre d'accéder au contenu, de les afficher. En réalité augmentée, on va avoir des interfaces qui vont être soit transparentes, comme des casques HoloLens, des headsets HoloLens. Donc là, c'est afficher en surbrillance, en effet de transparence, des informations virtuelles. Et du coup, leur donner l'impression qu'elles sont présentes dans la pièce. Alors qu'en réalité virtuelle, on va avoir un casque qui va être complètement fermé, qui ne va plus nous permettre de voir l'espace extérieur. Et du coup, on va afficher complètement un monde virtuel, que ce soit l'environnement, les objets avec lesquels on peut interagir, et ensuite la navigation dans cet environnement. D'accord. Et quand tu dis que ce sont les mêmes contenus, t'entends quoi par là? Alors, on va, par exemple, avoir des objets qu'on va pouvoir justement interagir avec ou des interfaces avec lesquelles on va pouvoir interagir. Ces interfaces, elles ont été programmées et compilées dans un même logiciel. Par exemple, il y a Unity ou Unreal Engine. Et du coup, avec ces logiciels, on va pouvoir créer des interfaces, des objets, leur associer des fonctions, des scripts pour pouvoir les toucher, les bouger, etc. Et ensuite, du coup, c'est les mêmes objets numériques, virtuels, qui sont utilisés en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Et après, c'est le support d'interaction. Avec un casque VR, on va avoir, par exemple, une manette. Et c'est cette manette-là qui va nous permettre d'interagir. Avec les derniers modèles de casque de réalité augmentée, on va avoir une détection de la main. Et du coup, c'est la main directement détectée qui va interagir avec les objets virtuels. Donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont forcément liées dans les processus d'élaboration avec des logiciels communs? Exactement.
La petite subtilité, en fait, entre les deux solutions, c'est qu'en réalité augmentée, il faut savoir voir et interpréter le monde extérieur. Alors qu'en réalité virtuelle, tout l'environnement est virtuel. Par exemple, on va dire, je vais avoir une scène de réalité virtuelle et je mets le casque dans mon salon. Instantanément, je peux être dans un immense espace comme un hangar, un hall d'avion. Voilà, un hangar d'avion. Et du coup, je vais pouvoir voir devant moi un hangar d'avion avec une salle immense. En réalité augmentée, on va pouvoir, en fait, dans l'espace réel, c'est-à-dire la pièce, le salon, la chambre, voir qu'il y a, par exemple, un objet, un canapé, une table. Et du coup, en fait, c'est sur ce canapé, sur cette table qu'on va afficher des éléments virtuels. Donc, soit on peut afficher, par exemple, des informations dans l'industrie, c'est des informations d'objets connectés, c'est-à-dire des connecteurs qui donnent en temps réel des données par rapport à la table en disant que là, dans cette zone-là, il fait telle température. Et je vais pouvoir, par exemple, si j'ai des logiciels qui sont adaptés, prendre en compte la surface de mon canapé pour lancer une balle virtuelle dessus et qu'elle rebondisse au bon moment par rapport au canapé détecté. Bon, moi, comme beaucoup de monde, sûrement, ça m'évoque tout de suite les jeux vidéo, ces technologies. Oui. En quoi peuvent-elles être utiles dans l'industrie? Est-ce que tu peux me donner quelques exemples d'usages différents dans le monde de l'industrie? Dans le monde de l'industrie, on va avoir plusieurs choses. Dans l'ordre, on va avoir l'arrivée dans le monde industriel. Quand on arrive dans un nouveau site, une nouvelle entreprise, on va arriver dans un monde où il y a beaucoup d'éléments qui sont nouveaux et du coup qu'il faut assimiler. Il faut apprendre quel est ce bâtiment, quelle est cette machine et qu'est-ce que je dois y faire. Et du coup, dans ce cadre-là, en fait, par exemple, la formation, c'est idéal. Un premier temps en réalité virtuelle, c'est je vais pouvoir être sur le site de production, mais à distance. Et du coup, à distance, sans avoir besoin de me déplacer, de mobiliser un espace réel, je vais pouvoir m'entraîner à réaliser certaines tâches, à apprendre à utiliser certains outils et du coup à correctement voir toutes les étapes du travail que je devrais faire sur place, par exemple. Et une fois qu'on est sur place, on peut utiliser la réalité augmentée pour afficher quelques informations en temps réel et on peut aller jusqu'à afficher un hologramme des pièces là où elles sont censées être. Donc ça, c'est pour l'arrivée dans le monde industriel. Ensuite, quels peuvent être les autres usages? Un autre usage, par exemple, c'est dans la production où on veut s'assurer que quand on lance en production en série un objet comme un véhicule ou un avion, il va y avoir des pièces de fixation et il va y en avoir beaucoup, énormément, avec parfois des positions qui sont un peu complexes parce que c'est des formes qui ne sont absolument pas droites, elles sont courbes, voire parfois avec on va dire, les interfaces entre deux pièces avant l'assemblage. Il va y avoir besoin d'avoir des zones de collage, par exemple. Tous ces points d'assemblage, c'est super important de pouvoir les vérifier. Une fois qu'ils sont vérifiés et validés d'un point de vue qualité, il y a le lancement série, le lancement en production. Et du coup, en fait, là, c'est hyper utile d'avoir la réalité augmentée. Ça permet d'éviter les erreurs. Mais complètement. Parce que du coup, on va afficher directement la position théorique par rapport à l'objet réel. Et d'un clin d'œil, déjà, on peut voir si c'est bon ou pas. Et il y a de plus en plus de petits modules qui nous permettent de vérifier automatiquement et de détecter justement les zones où il pourrait y avoir des erreurs. Et ensuite, donc là, on est sur la phase de production. Est-ce qu'il y a d'autres usages après? Alors, il va y avoir aussi en aval les présentations produits, des présentations, par exemple, commerciales, marketing. Là, c'est plus, par exemple, pour mettre en valeur une solution. Et c'est pas forcément la solution de réalité augmentée qui est mise en valeur, mais c'est un support, un média qui peut être très positif justement pour mettre en avant le côté innovant ou pour montrer des zones qui sont impossibles à voir dans d'autres présentations. On va avoir par exemple un véhicule électrique dernière génération ou même, on va dire, un véhicule qui est capable de voler. Pour le faire venir devant le client, ça va être un peu compliqué, surtout s'il est au stade de prototype.
Ou sinon, s'il est sur un ordinateur, on va pas forcément se rendre compte de la taille et de comment il est positionné, les mécanismes et tout. Avec un dispositif de réalité augmentée ou réalité virtuelle, on peut faire apparaître à l'échelle 1 le véhicule devant nous. On peut lancer des animations pour montrer les mécanismes et on peut jouer sur le rendu pour montrer, par exemple, la circulation d'un flux d'énergie dans le véhicule ou alors une innovation technologique qui permet de capter ou de changer une ambiance dans le cockpit qui serait autonome. Ça aurait un peu plus d'impact parce qu'on voit à l'échelle 1. Est-ce que tu peux me décrire toutes les étapes pour mettre en place un projet de réalité virtuelle ou de réalité augmentée? Comment ça se passe? Avec quelles équipes? Combien de temps ça prend? Avec quel savoir-faire aussi? Il y a beaucoup de métiers. On va avoir, par exemple, pour commencer, un designer UI/UX. Ce designer-là, en fait, il est dès le début du projet pour comprendre le besoin client, qu'est-ce qui va accompagné d'un chef de projet, évidemment. Et du coup, en fait, lui, il va comprendre le besoin du client, mais d'un point de vue de l'utilisateur final. C'est-à-dire, si on est sur une ligne de production et qu'un opérateur va devoir utiliser une solution de réalité augmentée, c'est quel est son besoin et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter comme information, sous quelle forme pour qu'elle soit le plus adaptée pour lui, et ensuite, comment il va interagir pour accéder à tous les contenus. Du coup, il va s'intéresser à la fois sur tout le parcours d'expérience, les étapes d'expérience que l'utilisateur final va parcourir, mais aussi du coup la forme, le visuel que vont prendre les informations pour lui afficher justement certaines données. Et du coup, après, pour créer le contenu, on va avoir 2 personnes principales. Une personne qui va être front, donc aspect visible. Donc ça va être tout ce qui est modeler 3D, animateur 3D, rendu temps réel. Donc là, c'est vraiment une personne clé qui va s'occuper de tous les éléments visibles qui vont être vus par l'utilisateur. Par exemple, je vais avoir la présentation de l'assemblage d'une pièce sur un moteur. Il va du coup optimiser la pièce. Et du coup, une fois qu'il aura optimisé toutes ces données-là, il va pouvoir les créer une animation qui va assembler directement la pièce correctement sur le moteur. Et du coup, après, cette pièce-là, elle va avoir une apparence, une texture, un rendu. Et du coup, il va travailler sur les matériaux, l'éclairage, pour que le rendu soit adapté aux besoins du client. La dernière personne, qui est sûrement une des plus importantes pour que le projet fonctionne, c'est le développeur. Donc lui, il est sur la partie back, qui n'est pas affichée, qui n'est pas visible par l'utilisateur. Par contre, le fait que je puisse toucher et interagir avec une pièce virtuelle, c'est le développeur qui le permet. Il permet aussi, par exemple, quand on navigue à travers un menu, quand on clique sur un menu, que ça affiche une nouvelle interface qui nous permette d'avoir de nouvelles informations importantes. Et le développeur est la personne clé pour développer toutes ces interactions. Et toi, donc, tu t'es amené à travailler avec tout ce petit monde? Oui, à les aider aussi à se comprendre. Ouais, ouais, ça doit être une part importante du travail, j'imagine. Ouais. Quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier, d'après toi, ton métier, et évoluer dans cet environnement? Des qualités humaines et professionnelles? Alors, je pense que ça s'est un peu retransmis dans tout ce que j'ai dit. C'est par exemple le fait d'être curieux, parce que du coup, on est sur une techno qui est hyper jeune, et du coup, en fait, elle évolue extrêmement vite. Et faire de la veille techno, il y a plusieurs moyens de faire de la veille techno. Il y a le fait de vraiment être spécialisé sur un besoin spécifique, ou il peut y avoir aussi juste regarder de temps en temps quelles sont les informations qui sortent sur Internet, qui sortent sur Twitter, des développeurs qui vont partager leur développement, etc., des images, voire même directement tout un fichier qui nous permet d'utiliser une nouvelle fonction. Et là, le fait d'être curieux, c'est super important. Et d'être passionné. Eh ben voilà, c'était la deuxième. La deuxième, c'est vraiment d'être passionné, puisque ça permet vraiment de développer des expériences utilisateurs qui sont super intéressantes, de développer des interactions qui sont riches pour l'utilisateur final.
et du coup d'essayer de creuser de plus en plus loin en fait. Et la dernière, je pense que c'est quand même savoir s'adapter, être un peu agile, parce que on va dire que ce domaine-là aussi est nouveau et du coup, il peut être un peu pas être incompris, mais les gens peuvent être impatients que ça porte leurs résultats. Et que ce soit du côté client ou du côté employeur, il va vraiment falloir être agile. Par exemple, si on voit qu'une solution ne fonctionne pas, toujours prévoir 2 options à côté pour réussir à répondre aux besoins. Mais en fait, le côté curiosité se retrouve aussi ici, parce qu'il faut être curieux aussi de comprendre les problématiques qui ne sont pas les siennes. Aucun doute, la 4e révolution industrielle est bien en cours et le champ des possibles très vaste. Réalité augmentée et virtuelle, fabrication additive, scan 3D, autant de technologies de pointe dont l'utilisation est particulièrement pertinente dans le domaine industriel. Pour assurer cette transition, la collaboration entre les métiers est très importante, la pédagogie et la communication aussi, pour apprivoiser ces nouvelles manières de travailler et pour amener toujours plus d'industriels à amorcer leur transformation. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes. D'ici là, n'oubliez pas de whisper autour de vous.